Les vortex, entre art et physique, par Bruna Carrez, Franck Boistel et Lucas Selva. Les ronds de bulles ou de fumée sont un phénomène physique pouvant se produire dans plusieurs situations, lors d'une éruption volcanique ou lors du souffle des dauphins par exemple. Cette formation particulière s'appelle un vortex toroïdal. Mais un vortex toroïdal, qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit d'un tourbillon prenant la forme d'un tor, c'est-à-dire topologiquement équivalent à un tor, comme on peut voir sur la figure de gauche. Il peut être tracé par de l'air dans l'eau, comme c'est le cas des bulles de dauphin, ou de la fumée dans de l'air, comme c'est le cas des ronds de fumée. C'est la manière la plus stable pour un fluide de circuler à la sortie d'un orifice, et sa forme peut être conservée sur plusieurs mètres, voire quelques dizaines de mètres, selon les dimensions de l'orifice. Alors, si esthétique soit-il, on peut se demander comment les mettre en évidence et comment en fabriquer, en générer, et voir comment il serait possible d'en faire varier la forme, la taille ou la vitesse. Une première méthode consiste, à l'aide d'un dispositif composé d'une pompe et de fumée, de fabriquer tout simplement un canon à vortex. Celui-ci fonctionne de la manière suivante. Une surpression est induite dans une première cavité qui tend la membrane qui va permettre de créer une surpression dans la seconde cavité. Celle-ci est remplie de fumée et cela permet de générer un vortex et de le tracer avec de la fumée. Dans cette méthode, le vortex se forme de la manière suivante. Une cavité ouverte subit une surpression, donc par la membrane, qui fait recirculer le fluide au niveau de l'orifice. Les lignes de courant se bouclent sur elles-mêmes et recirculent pour former un vortex comme le montre l'animation. L'objectif a donc été de faire varier l'orifice et la surpression pour voir comment évoluer la taille et la vitesse du vortex. Dans les conditions expérimentales choisies, on remarque qu'une augmentation de la surpression nécessite une augmentation du diamètre pour rendre possible l'observation d'un vortex. Aussi, une plus grande pression et un plus faible diamètre impliquent une plus grande vitesse, comme le prédisent les équations de Bernoulli. Les conditions étant peu reproductibles, il est difficile d'avoir un grand nombre de mesures pour différentes pressions et différents diamètres. Tout cela coïncide avec ce que prédit la littérature, la distance caractéristique parcourue par le vortex évolue en v fois tau sur R0. Tau est le temps d'impulsion, qui est proportionnel à la surpression P appliquée, et R0 est le rayon de l'orifice. Ainsi, il existe des valeurs critiques de P et de R0 entre lesquelles la formation d'un vortex est assurée. Malheureusement, encore une fois, la faible précision de nos mesures ne nous a pas permis de déterminer ces valeurs critiques. Une deuxième méthode consiste à déposer une goutte d'un fluide en surface d'un fluide de viscosité proche, afin de générer un vortex par recombinaison des surfaces libres. Cela marche de la manière suivante. La formation du vortex est due à la recombinaison des surfaces libres. Et en fait, la surpression dans l'explication précédente est simplement remplacée par l'impulsion que représente le dépôt de la goutte d'eau et la recombinaison des surfaces. Un vortex se forme et l'énergie de surface libérée par la recombinaison se transforme en fait en énergie cinétique qui vient propulser le vortex vers le bas. Voici ce que cela donne en déposant une goutte de solution de bleu de méthylène à la surface de l'eau. De manière générale, le vortex formé parcourt une distance d'environ 15 mm avant de se stabiliser, lorsqu'on parle d'eau bien sûr. Tout ça laisse apparaître un rond coloré dans l'eau une fois que le vortex est stabilisé, et nous avons trouvé une méthode qui a permis de le capturer. En fait, tout simplement, en superposant une couche de mélange d'eau et d'acétone sur laquelle on vient déposer une goutte d'alginate de sodium coloré, donc les deux solutions avaient une viscosité proche, le vortex vient se former dans la couche d'eau et, une fois stabilisé, vient être piégé dans le chlorure de calcium où l'alginate est gélifiée. Nous obtenons donc un tor d'alginate de sodium. Voilà les différents aspects théoriques et expérimentaux liés aux vortex toroïdaux, en espérant que vous en sachiez un peu plus à présent. Merci.